On va continuer cet après-midi avec Frédéric Carlier, qui va intervenir sur l'entretien d'embauche et les soft skills. J'ai beaucoup de mal à dire ce mot, donc le savoir-être en français, pour que des femmes puissent effectivement postuler à des métiers d'hommes. Donc, puisque notre thématique, ne nous l'oublions pas, ça reste des femmes sur des métiers d'hommes. Donc, on va laisser la parole à Monsieur Frédéric Carlier. Est-ce que tout le monde m'entend? Pour les nouveaux venus, je redis la chose suivante. On enregistre ce qui se dit. Si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, alors à ce moment-là, vous éteignez votre vidéo. Tout ça parce que vous savez que nous sommes soumis au droit à l'image. Donc, si vous ne voulez pas effectivement apparaître, vous éteignez votre vidéo, sachant que l'enregistrement, de toute façon, ne sera diffusé que sur notre site web. Mais malgré tout, je me dois de vous le dire. Voilà, donc on va démarrer. Je vais laisser la parole à Frédéric Carlier qui va se présenter et vous allez voir pourquoi il était pertinent que ce soit lui qui soit sur cette interview, en quelque sorte, sur cette information. Et pourquoi je l'ai choisi, outre le fait qu'on travaille ensemble depuis quelque temps et qu'on travaille bien ensemble, voilà. Mais il va vous expliquer pourquoi il était effectivement judicieux pour moi que ce soit lui qui le fasse. Frédéric, je vous laisse la parole et à tout le monde autour de la table, n'hésitez pas à intervenir. Coupez votre micro tant que vous n'intervenez pas. Mais dès que vous voulez intervenir, n'hésitez pas à le réactiver. Voilà, merci. Frédéric, à vous. Merci Katia. Bon, alors je me présente, donc Frédéric Carlier, j'ai 60 ans, je suis un ex-cadre dirigeant d'un groupe de services et de restauration, comme je le disais ce matin, qui est le groupe français le plus important en termes d'employés dans le monde, puisque le groupe comprend 450 000 collaborateurs. Donc, c'est un groupe qui a été créé sur Marseille dans les années 60 et qui aujourd'hui est leader de son activité. Ma formation, c'est une formation Bac+3 avec aucune formation RH. Ça, c'est une première information que je vous donne et vous verrez pourquoi. Je suis marié, 4 enfants, 5 petits-enfants. Ça aussi, c'est pas neutre. Je vous dirai pourquoi aussi plus tard. J'ai eu 2 grands types de missions au sein de ce groupe. La dernière mission qui a duré une dizaine d'années, qui était la direction de la relation client sur le plan national. Cette mission n'est pas très intéressante aujourd'hui à explorer puisqu'en fait, j'étais quasiment seul sur mon poste. Par contre, j'ai eu les 20 ans précédentes un certain nombre de missions opérationnelles qui allaient de direction régionale sur des régions comme Lyon à des structures opérationnelles qui étaient sur Marseille, de sites qui comprenaient entre 100 et 150 collaborateurs. Donc voilà pour qui je suis. Donc j'ai fait pendant pratiquement 18 ans des recrutements directs sur du collaborateur ou collaboratrice qui avait le statut soit d'agent de maîtrise, soit de cadre, et parfois d'employés pouvant évoluer vers des statuts d'agent de maîtrise et rarement de cadre. C'est plutôt dans ce… On arrive généralement à franchir une étape, c'est beaucoup plus difficile d'en franchir 2. Ce qui veut dire que sur à peu près 18-20 ans, j'ai recruté une centaine de collaborateurs, ce qui fait finalement qu'une moyenne de 5 par an. Katia, j'étais étonné, mais j'ai fait la division, je me suis dit, c'était pas tant que ça. Ramené à l'année, c'était pas tant que ça, mais ça fait quand même une centaine de collaborateurs, collaboratrices, ce qui me permet d'avoir maintenant une vision un petit peu avec recul. Et donc, je vous propose ce retour d'expérience et ce partage d'informations et comment finalement, quels étaient mes critères de recrutement, alors qu'une fois encore, dans ma formation initiale, je n'avais aucune formation aux ressources humaines pour recruter qui que ce soit. J'avais une liberté totale dans mes recrutements, puisque en tant que statut cadre dirigeant, on forme ses équipes un petit peu comme on le souhaite. Et puis derrière, eh bien, en fait, on est attendu sur nos résultats et ce sont les résultats qui font que vous avez une certaine liberté ou vous ne l'avez plus. Voilà. Alors, j'ai principalement recruté des assistantes de direction et en 20 ans, j'en ai eu 4. Donc, il y avait un statut employé, agent de maîtrise, ça dépendait, des chefs de secteur en zone opérationnelle, des responsables de développement, des responsables de fidélisation client, informaticiens et informaticiennes, des diététiciens, des diététiciennes, des responsables suivi client,
des RRH aussi, des comptables, notamment des directions administratives et financières, des responsables marketing et communication. Je ne pense pas en avoir oublié, mais c'était en gros mon cheptel de recrutement. Ce que l'on peut dire assez vite sur le recrutement, en dehors des règles indispensables de comportement, de savoir-être, de l'entretien lui-même, moi, je me suis assez vite aperçu que, homme ou femme, il y avait finalement assez peu de différence sur les compétences techniques. C'est-à-dire que j'avais des CV où il était très difficile de juger sur CV, finalement, qui pouvait l'emporter sur l'autre. Parce que il y a toujours des expériences professionnelles intéressantes qui sont exprimées dans les CV. Il y a toujours plutôt des bonnes références. On met rarement des mauvaises références dans un curriculum vitae. Les entreprises que vous appelez pour vérifier, généralement disent du bien. C'est assez rare qu'elles disent du mal du collaborateur ou de la collaboratrice qui est partie. Donc, c'est très compliqué finalement de juger de la qualité d'un CV sur les compétences techniques. Donc, je me suis assez vite attaché à regarder ce qu'il y avait en dehors des compétences techniques pour finalement choisir mes collaborateurs et collaboratrices sur ce que Katia a appelé, ce qu'on appelle maintenant les soft skills, c'est-à-dire les éléments complémentaires aux compétences techniques. C'est les plus de chaque individu. Et là, j'ai assez vite remarqué que les hommes et les femmes n'avaient pas forcément les mêmes comportements ou les mêmes atouts en termes de soft skills. Et c'est le groupe qui m'a appelé au bout de 5 ou 6 ans, parce que j'ai intégré ce groupe dans les années 90, en me disant, Frédéric, on a remarqué quelque chose dans vos équipes, c'est que vous avez une parité totale, 50-50. J'ai marqué un temps d'arrêt parce que je me suis rendu compte que je ne l'avais moi-même pas remarqué. Et que finalement, j'avais formé souvent des équipes à parité égale sans réellement en rechercher cet objectif. C'est-à-dire que ce n'était pas pour moi un objectif. Alors que j'avais intégré un groupe qui, lui, depuis les années 90, faisait de la diversité, d'ailleurs ils ont été primés là-dessus, vraiment un axe majeur dans son… Et c'est aujourd'hui une des rares entreprises, je crois, à avoir plus de 50% des dirigeants qui sont des dirigeants femmes. Donc en fait, très vite, le groupe m'a dit, mais comment se fait-il que vous soyez, alors que vous n'êtes pas à l'origine, c'était pas votre premier employeur, dans un résultat de parité totale? Je leur ai dit, écoutez, je ne me l'explique pas. Donc, on est allé un petit peu plus loin dans la recherche. Et finalement, je crois que je ne crois pas, j'en suis sûr, j'aurais rendu un rapport dans lequel j'aurais dit, écoutez, moi, voilà ce que je mets en avant en ce qui concerne les plus des uns et des autres. Alors, on n'est pas là pour parler des plus des hommes, on est surtout là pour parler des plus des femmes. Et à l'évidence, très vite, dans tout ce qui était relation client, c'est-à-dire le contact auprès de ce qu'on appelle le B2B, c'est-à-dire des clients directs qui sont finalement en lien avec les équipes que je manageais, elles avaient très vite elles faisaient très vite la différence sur un certain nombre de capacités. Et notamment, alors par rapport à l'intervention de ce matin, je suis plus prudent sur la notion de stéréotype, mais elles avaient de meilleurs résultats qui étaient liés principalement à une sensibilité accrue. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes sensibles, hein. Là, je fais une comparaison du plus des femmes par rapport aux hommes. Une maîtrise d'elles, et notamment une espèce de self-control qu'on n'a pas forcément systématiquement chez les hommes, une forme d'empathie. Alors, il existe aussi des hommes qui développent de l'empathie, il n'y a pas de souci, mais un peu plus développée, une forme d'autonomie. Alors, attention, le pendant de ça, c'est l'indépendance. Autant l'autonomie est une caractéristique positive, autant l'indépendance est quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence. Une forme d'écoute, une forme d'observation, une réactivité plutôt performante, une forte curiosité. Et ça, dans le recrutement, la curiosité, c'est un élément prépondérant. Dans un entretien, moi, quand j'ai en face de moi quelqu'un qui est curieux, qui me pose des questions, qui s'intéresse finalement plus à l'entreprise ou à moi-même
qu'à elle-même, c'est un élément extrêmement positif me concernant. Enfin, c'était ma façon de recruter. Une certaine forme de patience, un calme, une approche sécuritaire qu'on ne retrouve pas forcément chez les hommes. N'oublions pas qu'aujourd'hui, les entreprises sont très attentives à tout ce qui est notion de sécurité et de santé au travail de leurs collaborateurs, et qu'elles savaient finalement assez facilement dire non. Et donc, de tout ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que ce constat que font nos clients, qu'ils me rapportent quand je les rencontre, que je constate aussi moi-même, est mis un peu plus en avant. Et j'ai ramené ça à l'éducation. Je pense que les femmes ont en elles une forme d'éducation vis-à-vis de leurs enfants, peut-être qui fait qu'on retrouve dans l'éducation de leurs enfants, finalement, tous les critères que je vous ai donnés, sachant, et j'insiste, que les hommes sont aussi capables d'être empathiques, à l'écoute, réactifs, curieux, etc. Mais je mets en avant le côté un peu plus des femmes sur un certain nombre de métiers. Et alors en ce qui me concerne, je vous ai dit que j'avais 4 enfants, j'ai fait la parité totale, 2 filles, 2 garçons. Bon, donc, mais ça, c'est pas moi qui ai choisi. Hein. Enfin, il paraît qu'on choisit un peu, mais en tout cas là, j'avais pas choisi. Et en ce qui concerne mes petits enfants, je suis à 5. Alors pour le moment, c'est 2 et 3. Donc, mais je pense que le 3e fera la parité. Ce qui fait que je porte peut-être en moi déjà une certaine forme de parité. Ça, c'est le côté anecdotique. Pour autant, effectivement, mes équipes étaient extrêmement paritaires. Et il était né finalement de cette parité une performance des équipes qui était assez exceptionnelle. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'une équipe totalement féminine ou qu'une équipe totalement masculine avait de moins bons résultats qu'une équipe qui était moitié-moitié, composée d'une parité. Donc en fait, mon intérêt, et c'est là où je m'en suis rendu compte moi-même, c'était d'avoir des équipes extrêmement paritaires. Mais je ne l'avais pas fait exprès. Je l'avais fait comme ça parce que je trouvais que c'était un bon équilibre dans les comités exécutifs, notamment d'avoir cette notion de parité. À l'inverse de ça, je me suis rendu compte aussi que les femmes ont parfois, alors elles savent dire non, mais quand il faut exécuter une tâche difficile, c'est compliqué. Je pense qu'on retrouve là l'excès de sensibilité, l'excès d'empathie par rapport aux hommes. Un homme sera beaucoup plus, ira dans une décision difficile assez vite, sans réellement d'ailleurs comprendre la portée de ce qu'il est, parfois la portée de ce qu'il peut faire, alors qu'une femme sera plus attentive, plus réfléchie, mais quand il faudra appuyer sur le bouton, et quand on est dans un comité exécutif, il y a des décisions lourdes parfois à prendre et difficiles, elles hésitent un petit peu plus, et donc il faut là les accompagner, et c'était mon rôle de les accompagner dans les décisions difficiles, quitte à prendre moi-même la responsabilité de cette décision difficile. Mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand même. Voilà. En dehors de ça, dans les recrutements, après on rentre dans les phases de recrutement entre guillemets classiques du comportement de chacun ou de chacune. Et là, bon, je peux éventuellement rentrer dans un certain nombre de détails, mais ça n'a pas réellement d'intérêt par rapport au sujet de l'intervention, qui est finalement cette notion de comment les femmes peuvent prendre des postes des hommes. Sur l'ensemble des postes que je vous ai cités tout à l'heure, je n'avais aucune difficulté à me rendre compte que les femmes tenaient aussi bien leur poste, si ce n'est mieux. J'avais des résultats en termes de fidélisation de clients qui étaient meilleurs quand elles étaient assurées par des équipes femmes que par des équipes hommes. Donc ça, c'était un élément constaté, c'est-à-dire c'est factuel. J'avais des éléments à prouver au niveau du groupe notamment. Donc, c'est pour ça que je me suis retrouvé dans un groupe qui exprimait la volonté d'avoir une parité totale dans son encadrement, cadre dirigeant inclus, mais j'avais moi-même sur mes propres structures opérationnelles mis en place ce dispositif entre guillemets, mais qui donnait d'excellents résultats. Donc je pense que les extrêmes sont toujours très difficiles à gérer. Comme je le disais, trop d'hommes, c'est compliqué, trop de femmes, c'est compliqué. Je me suis aussi rendu compte que le recrutement, moi je suis un homme, donc quand j'avais à recruter des femmes, c'était relativement facile. Par contre, quand mes collaboratrices devaient recruter elles-mêmes des femmes, alors là c'est plus compliqué. C'est-à-dire que j'ai trouvé que le recrutement d'une femme par une femme est très complexe. Il est
parfois même difficile, parce qu'on sort du sujet, souvent du sujet propre, qui est le sujet professionnel, et on rentre dans des sujets, je me suis rendu compte qu'il y avait des espèces de sujets qui apparaissaient, de comparaison vestimentaire, que moi-même, j'avais pas repéré. Enfin, si, enfin, bien sûr, des tenues provocantes. Moi, je m'étais fait un entretien au bout de 5 minutes, mais j'en ai eu très peu finalement. J'en ai eu très très peu dans l'ensemble des candidates qui se sont présentées. Mais pour autant, le recrutement de mes propres collaboratrices auprès de femmes, il fallait souvent que j'intervienne parce que on devenait hors sujet. On était sur des sujets qui n'étaient plus des sujets de recrutement pur et simple et de valeur professionnelle. Rentrer en ligne de compte des éléments subjectifs. Et là, j'intervenais très vite, voire je mettais fin à l'entretien et je mettais ma collaboratrice, je la prenais à part en lui disant j'ai un truc à te dire sur un autre sujet et finalement non. Et donc, et je lui disais mais qu'est-ce que tu fais? Là, tu n'es pas dans le sujet du recrutement professionnel. T'es dans ah oui, mais je m'en suis pas rendu compte. Oui, tu as raison, merci de me le resituer. Et ça, c'était uniquement femme à femme. En ce qui concerne mes collaborateurs, bon, comme ils connaissaient mes valeurs, il était hors de question qu'il y en ait un seul qui sorte du champ de recrutement classique. Et donc, j'ai jamais eu en 18 ans, j'ai jamais eu de difficultés. J'ai eu la moindre, même pour les candidates évincées, j'ai eu le moindre, comment dirais-je, le moindre courrier ou la moindre remarque sur le fait que l'entretien s'était passé dans un cadre qui n'était pas un cadre professionnel. Donc, c'est aussi la valeur de l'exemple de celui qui est en charge d'une structure opérationnelle, d'une filiale, qui doit, à travers son comportement, faire voir à ses propres collaborateurs qu'il y a des règles et que ces règles, il est hors de question d'en sortir. Sinon, c'est la faute professionnelle, mais je leur avais dit clairement, c'est la faute professionnelle, c'est votre faute professionnelle. Voilà sur ce que je voulais vous dire. Bon, après, sur l'entretien lui-même, là, on n'a pas réellement de différence entre les femmes et les hommes. Une femme qui prépare son entretien sera bien meilleure qu'une femme qui ne le prépare pas. Hein, y a un adage qui dit la préparation vaut réussite. Alors, il est évident que j'ai vu des personnes, hommes ou femmes, arriver dans mon bureau demandant à être recrutées et déjà commencer par écorner le nom de l'entreprise qui les recevait. Donc, alors en plus, c'était un nom un peu compliqué, donc je dois dire que c'est vrai que c'était pas facile, et là, déjà, là c'est bon. Donc, la notion de préparation, mais qu'on soit une femme ou un homme, et là, j'ai pas remarqué qu'une femme préparait mieux qu'un homme ou qu'un homme préparait mieux qu'une femme. Non, j'ai pas vu cette différence. J'ai vu une petite différence quand même, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur la curiosité. Par nature, et d'ailleurs, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que j'ai des petits-enfants, et je m'étais fait cette remarque il y a peu de temps, en me disant, mais pourquoi ma petite fille qui a 4 ans me pose les mêmes questions que mon petit garçon qui en a 6, mais qui lui pose les mêmes questions 2 ans plus tard? Alors, est-ce que c'est la notion d'éveil plutôt des jeunes filles par rapport aux jeunes hommes dont on a des fois entendu parler au collège ou au lycée, sachant qu'il semblerait qu'après, il y ait une forme de rattrapage des hommes vis-à-vis des femmes, j'en sais rien. En tout cas, oui, il y avait cette notion de curiosité qui était parfois plus importante chez les femmes, et ça, je le dis clairement, en ce qui me concerne, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis en boucle, quelqu'un qui est curieux dans un entretien de recrutement, c'est quelqu'un qui marque énormément de points. Il faut juste le savoir. Et comme les femmes ont tendance à être un peu plus curieuses, eh bien, c'est vrai que, et c'est mes assistantes qui me le faisaient remarquer, quand on était après, qu'on avait, je sais pas, reçu une dizaine de candidats et candidates, à parité à peu près égale, je me retrouvais avec, en finale, en shortlist, moins d'hommes que de femmes. Ça ne veut pas dire que je ne prenais pas un homme en finale, mais j'avais finalement en shortlist moins d'hommes que de femmes parce que j'avais mis en avant cette notion de curiosité qui est un élément fort, je pense, enfin supplémentaire. C'est ce que j'ai remarqué au niveau des femmes. Après, dans le recrutement lui-même, il faut savoir que c'est un jeu de séduction réciproque. C'est-à-dire que le candidat ou la candidate doit séduire le recruteur, mais le recruteur doit aussi séduire le candidat ou la candidate. Parce que s'il a en face de lui quelqu'un qui l'estime comme étant
totalement intégrable dans son équipe et qui peut faire véritablement, je dirais, progresser l'ensemble des équipes, il a tout intérêt finalement à le séduire lui aussi en lui disant bah, rejoins-nous, rejoins mes équipes. Donc c'est un jeu de séduction réciproque dans la découverte de l'autre finalement. Et ça, c'est un élément important. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire de mon expérience d'une centaine de recrutements pendant ces 18 ans passés au sein d'un groupe qui est un groupe important. Je vais juste prendre la parole pour revenir sur la curiosité. Sachant que, je le dis pour les personnes qui sont en recherche d'emploi autour de cette table et qui éventuellement seraient tentées, au vu de ce qui vient d'être dit, d'ajouter le qualificatif curieuse sur un CV, attention, quand on parle de curiosité, c'est pas un mot galvaudé, en ce sens que c'est pas parce qu'on va mettre curieux sur un CV que pour autant vous allez effectivement marquer des points auprès de votre futur recruteur. Ce qu'il va falloir effectivement faire, c'est prouver cette curiosité par les recherches que vous auriez pu faire, hein, bien évidemment. C'est pas le fait d'être curieux, c'est pas le qualificatif en lui-même qui vaut pour preuve. C'est effectivement faire la preuve de ce qualificatif par les arguments que vous allez pouvoir mettre en place. Donc voilà, c'était la petite parenthèse que je pouvais faire sur la partie curiosité, parce qu'il me semble intéressant, voilà, de le souligner. Je suis entièrement d'accord avec vous, Frédéric. La curiosité, pour moi, un atout très important, à condition qu'elle soit mise en avant de la meilleure des façons. Voilà, et pour moi, effectivement, trop de gens ne vont pas justement vers cela et manquent de curiosité, et c'est un petit peu dommage. Moi, je l'ai rencontré beaucoup quand je faisais des recrutements parmi les jeunes, et c'est dommage effectivement qu'il y ait ce manque de curiosité, parce que qui dit manque de curiosité dit manque d'attrait pour tout le reste. Et donc, c'est dommageable là encore. Voilà, c'était la petite aparté que je voulais faire. Je vous rends la parole, Frédéric. Oui, non, c'est important, Katia, et vous avez raison de dire aussi que dans les CV que je recevais, ils sont tous maintenant faits d'une manière quasi optimale. Hein, ils ont tous la bonne trame qui va bien, ils ont tous les bons conseils avec le CV sur une page, comment il faut le positionner, la photo, comment elle doit être, etc., etc. Et on retrouve souvent les mêmes caractéristiques. Je suis curieux, je suis curieuse, je suis sensible. Mais ça, on ne le lit même pas. Katia, on ne le lit même pas. C'est pas les... Par contre, dans l'entretien, effectivement, moi, ce que je cherchais, c'était à vraiment qu'on me démontre dans l'entretien que les personnes étaient ce qu'elles annonçaient sur leur CV. Et c'est là où, je pense, les femmes ont une petite carte supplémentaire, c'est que autant les hommes marquent ce qu'ils sont, les femmes aussi, mais généralement, les femmes vont un cran un peu plus loin dans le recrutement. Et c'est pour ça qu'il a même fallu à un moment que je m'interroge sur le côté un peu trop féministe de mes comités, parce que comme j'avais tendance à systématiquement avoir les mêmes critères dans mes moteurs de recherche, entre guillemets, eh bien, j'avais tendance finalement à privilégier l'accès enfin, les équipes féminines, puisqu'elles développaient plus ces critères que je recherchais. Mais, et c'est là où je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, une fois que j'avais composé mes équipes, je me rendais compte aussi que quand il fallait véritablement rentrer dans le dur, c'est-à-dire, disons les choses clairement, se séparer de collaborateurs, parce que c'est la chose la plus dure qu'on a à faire quand on est manager. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Et c'est pas difficile, c'est plus que difficile, c'est compliqué. C'est-à-dire que moi, quand il a fallu que je prenne des décisions de ce type, il y a eu un certain nombre de nuits où je ne dormais pas parce que je savais quelles conséquences cela portait sur la personne, sur sa famille, sur ses amis, sur etc., etc. Et ben, quand il faut aller jusque-là, c'est-à-dire prendre des décisions lourdes, impactantes, je pense que les femmes réfléchissent à la portée de ce qu'elles vont faire et parfois elles n'osent pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que quand on en est conscient, et quand la personne, la collaboratrice en est consciente et qu'elle vient vous le dire,
c'est à ce moment-là que je rentrais dans la ligne de mire et en disant, bon, OK, le dernier truc, tu veux plus qu'il soit dans ton équipe? Non. Mais tu veux pas lui dire parce que c'est trop compliqué pour toi? Non. Eh ben, je vais le faire à ta place. Voilà. Ça, c'est mon rôle de management et donc, c'est moi qui opérais à ce moment-là. Bon, je disais pas que c'était pas facile, hein, voilà. Mais c'est le seul point sur lequel peut-être, et c'est après où je me suis dit, ça, c'est un point, mais je pense que c'est dû à l'hypersensibilité, c'est dû à un certain nombre de choses. Et finalement, on s'en accommode très bien. Et j'en ai pas fait après un critère, je dirais, qui soit négatif vis-à-vis des femmes. J'avais ça en tête, c'est tout. Quand j'avais la candidate en face de moi et que je savais que j'allais la recruter, si elle était d'accord pour intégrer les équipes, je me disais, vu sa sensibilité, ça sera compliqué pour qu'elle aille jusqu'au bout. Eh ben, c'est pas grave, je l'ai en tête et à un moment, je la verrai tourner, pas prendre la décision, je la ferai venir dans mon bureau et je lui dirai, bon, tu peux pas aller jusqu'au bout, c'est ça le problème. Ben oui, c'est ça le problème. Bon, bah écoute, ok, j'ai bien compris. À ce moment-là, et je vais faire à ta place. Et à ce moment-là, voilà, une fois qu'on le sait, on le sait. Mais en dehors de ça, je vous dis, d'ailleurs, le groupe auquel je collaborais me disait, c'est vrai que les performances de l'ensemble des sites à la limite, mon seul mérite, c'était non pas d'être performant dans ma mission, c'était d'avoir été performant dans mon recrutement. C'était ça mon seul mérite. On a l'équipe qu'on mérite, on dit souvent, hein, et en fait, si j'étais pas bon dans mes recrutements, mon équipe elle était pas bonne et on n'avait pas de bons résultats. Mais c'était à moi et je pense que ma seule mission, c'était de trouver la meilleure équipe possible. Et la meilleure équipe possible, et les relations mixtes au sein d'un comité de direction ou d'une équipe de direction entre hommes et femmes, quand c'est équilibré, je peux vous dire qu'à manager, c'est du velours. Par contre, quand c'est déséquilibré, trop de femmes ou trop d'hommes, là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'était aussi mon intérêt, finalement, mais ça, c'est bien après que je m'en suis rendu compte. C'est-à-dire que je l'ai pas fait pour avoir des chiffres de 50%, diversité, égalité, comme on entend actuellement, tout le monde en parle dans tous les sens. Ça me fait aujourd'hui un peu sourire parce que, en fait, mettre l'objectif de diversité avec des statistiques, c'est, je pense, pas prendre le problème par le bon bout. Le bon bout, c'est de regarder d'abord quelle est la compétence d'une équipe et comment cette équipe peut collaborer entre elles. Et très sincèrement, le côté 50-50, moi, à chaque fois que j'ai eu des équipes qui étaient parfaitement équilibrées en nombre, et peu importe les postes, hein, parfois la responsable commerciale était une femme, parfois c'était un homme, parfois la relation client, la diététicienne, c'était un homme ou une femme. J'ai eu des diététiciens qui étaient d'une très grande qualité. J'ai eu un assistant de direction. Alors tout le monde me disait, mais c'est exceptionnel d'avoir un assistant de direction. Bah oui, mais il était exceptionnel. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas pu le garder tellement il était exceptionnel. Il m'a claqué sa dame. Il est parti vivre au Canada. Bon, mais je veux dire que ça n'a pas d'importance finalement. Ce qui est important, mais j'insiste bien, c'est pas tellement les compétences techniques, c'est le comportement. Moi, je pense que dans une équipe, parce que les compétences techniques, ça s'acquiert. Finalement, l'entreprise, elle est là pour donner des compétences techniques complémentaires par des systèmes de formation. En revanche, le savoir-être, comment on est, ça, l'entreprise a du mal à le faire acquérir à quelqu'un. On l'est ou on ne l'est pas. Et ça, c'était à moi de détecter dans le recrutement, comment cette personne va pouvoir s'intégrer et apporter finalement, de par son comportement, quelque chose que je n'ai pas aujourd'hui dans mon équipe. Et donc, alors, c'est vrai que des fois, j'ai laissé passer des candidats ou des candidates qui étaient exceptionnels, mais parce que j'en avais déjà dans l'équipe. J'avais déjà ce même type de profil. Et je leur disais, vous êtes exceptionnels. Si j'avais pas un tel et un tel, je le recruterais tout de suite. Mais j'ai déjà. Et la personne comprenait très bien. Ce qui est important aussi dans le recrutement, c'est la franchise, c'est la transparence. Souvent, je disais aux personnes qui me rappelaient, alors ça c'est très important aussi, hein, je tiens à le dire, dans un recrutement, quand j'hésitais, la personne, je lui disais, écoutez, j'hésite entre deux ou trois personnes, il va me falloir 48 heures de réflexion. Je lui donnais un message extrêmement fort là. Le message, c'était si tu veux que ça soit toi, rappelle-moi demain, quoi.
ne me laisse pas sans nouvelles pendant 48 heures. Fais-moi comprendre que tu as vraiment, besoin, que tu as vraiment envie de collaborer à l'équipe. Et les hommes rappellent peu. Les femmes rappellent systématiquement. Et donc, ça aussi, c'est un élément, il y a une forme d'attachement. Et les femmes qui rappelaient pas, elles étaient assez rares, mais j'avais du mal à comprendre, parce que la majorité des femmes rappellent. Le lendemain, se battent, etc., etc. Bon. Alors que les hommes, bon, eux, ils ont passé le recrutement, ils se disent, bah, s'il me veut, il me rappellera. Voilà, une forme un peu de, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus beau, c'est à lui de me rappeler. Oui, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi on ne rappelle pas? Parce qu'on hésite. Donc, on attend finalement que le candidat ou que la candidate fasse acte d'amour, entre guillemets, vis-à-vis de l'entreprise, puisqu'il s'agit d'un choix dans une entreprise, hein, il ne s'agit pas d'un choix autre que celui-ci. Et donc, c'est pour ça que il est vraiment important d'avoir aussi cette notion de savoir finalement être curieux, mais dans le comportement, pas de l'écrire. Et puis d'être curieux, c'est le lendemain. Bon, vous m'avez vu hier, vous en avez pensé quoi de notre entretien? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels j'aurais pu répondre différemment? Voilà. Ça, c'est… Et je sentais ça beaucoup plus fréquemment des femmes que des hommes. Cette notion de vouloir finalement aller au bout du bout. C'est cette notion de mettre la barre sur le T ou le point sur le I, quoi. C'est ce côté un peu méticuleux, voilà, que l'on retrouve plus chez les femmes. Et donc, écoutez, j'ai eu, et grâce à mes équipes, pendant 20 ans sur mes 30 ans, puisque les 10 années autres, c'était une autre mission, de bons résultats, mais grâce à eux, grâce à elles, grâce à cette mixité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, la mixité, c'est un élément mais clé d'une entreprise. Je ne comprends pas les entreprises qui n'ont pas intégré cette notion de mixité dans leurs équipes. Et alors après, quant aux limites physiques, là, je suis complètement d'accord avec l'intervention de ce matin où ce que dit. Moi, j'ai vu des femmes faire des choses mais incroyables, et ne pas se plaindre. Alors que voilà, elles ont une capacité de tenir des postes des fois difficiles, compliqués, physiquement. Alors, je ne sais pas si elles sont capables de soulever 200 kilos de carrelage. Ça, on arrive à un moment à des limites physiologiques. Mais en dehors peut-être du métier de carreleur, et encore, je suis certain qu'il y a des femmes carreleurs qui font très très bien leur métier et elles trouvent des solutions pour faire porter le carrelage par d'autres, peut-être jusqu'à leur chantier, j'en sais rien. En tout état de cause, c'est pour ça que je dis que pour moi, il n'y a pas de limite dans les métiers, et j'ai vu des femmes beaucoup plus capables finalement de tenir physiquement des postes que les hommes. Parfois aller au bout du bout d'ailleurs. Le nombre de fois où j'en ai récupéré dans nos cuisines qui étaient par terre, mais je dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Ah bah je sais pas, j'ai eu un étourdissement. Bah, je dis, mais pourquoi vous avez un étourdissement? Ah bah parce que, vous savez, en ce moment, j'ai 9 de tension, etc. Je dis, mais il faut pas venir travailler quand c'est comme ça. Ah oui, mais non, mais vous comprenez, moi, allez au bout du bout. Voilà. Donc, c'est vrai que j'avais de temps en temps, quand ça arrivait, c'était assez rare, hein, mais quand ça arrivait, plus d'intervention des marins-pompiers de Marseille pour des femmes que pour des hommes. Les hommes, eux, ils se coupaient. Généralement, c'était un bout de doigt en moins, ou alors que les femmes, sur la notion de sécurité, c'est ce que je disais tout à l'heure, sont beaucoup plus attentives. Voilà. Mais donc, pour moi, même physiquement, il n'y a pas réellement de limite aux choses. C'est faux, c'est un faux débat. Alors, oui, alors effectivement, les hommes sont capables de courir un peu plus vite que les femmes, mais ça, c'est physiologique, hein, on le voit. Hein, les Jamaïcaines courent très vite, mais elles courent moins vite quand même que le champion olympique jamaïcain. Voilà. Bon. Mais au-delà de ça, au-delà de l'aspect physique, je vous dis, il y a des atouts féminins dans des équipes qui sont extrêmement importants. Alors, si je vais laisser la parole aux personnes autour de cette table. S'il y avait justement un conseil à donner, Frédéric, aux femmes qui veulent effectivement postuler sur des métiers dits d'hommes ou sur des métiers sur lesquels on voit plus fréquemment des hommes, même si ce ne sont pas des métiers physiques, hein, quel est ce conseil que vous pourriez leur donner? Alors, déjà, surtout pas partir avec parfois cette vision, je suis une femme, donc je suis physiquement moins capable de faire qu'un homme. C'est faux. Déjà, pour moi, ça c'est faux. Donc déjà, mettre de côté cette différence de capacité physique à faire ou à ne pas faire. Ça, c'est déjà le premier point. Et donc, parce que souvent les femmes disaient,
me disait dans les entretiens, alors je recrutais agent de maîtrise et cadre, mais quand il fallait descendre sur des postes de cuisinière, c'était mes propres collaborateurs ou collaboratrices qui recrutaient, et je ne voulais pas me mêler du recrutement, parce que j'ai des principes en termes de management qui font que on est responsable de son management direct, mais on n'est pas responsable de son management indirect. C'est-à-dire N-2, c'est aux collaborateurs ou collaboratrices de choisir. Mais parfois, ils hésitaient eux aussi, donc ils me demandaient de venir au 2e ou 3e entretien. Et souvent, j'entendais les femmes me dire « Ah oui, mais ça, je ne sais pas si physiquement je serais capable de le faire. » Et c'est moi qui reprenais en disant « Mais attendez, dites pas une chose pareille. Ce poste-là, parce que c'est souvent des postes qui étaient tenus par d'autres personnes, il est tenu à tel endroit par une femme et elle le tient très très bien. Elle a juste trouvé dans son organisation ou dans sa méthodologie de travail, quelqu'un qui, effectivement, peut-être lui porte les grosses boîtes de 5-1 parce que sur une palette, c'est tout. Mais elle a eu l'intelligence de demander à un plongeur de lui porter les boîtes de 5-1 et puis en fin de mois, je sais pas ce qu'elle lui donne peut-être une petite prime ou je sais pas comment elle s'arrange, enfin, je suis même pas au courant, mais j'ai pas de limite au poste. Donc déjà, ne pas se brider. Ça, c'est le premier point. Et puis peut-être d'accentuer, non pas sur ce qu'elles doivent écrire dans leur CV, mais dans leur comportement sur les soft skills que j'ai cités tout à l'heure. Parce que aujourd'hui, on en arrive à une évidence quand même. Quand on est une femme et qu'on a en face de soi une femme, même si, comme je vous le disais tout à l'heure, parfois le recrutement est compliqué, cette notion de sensibilité, elle est vite partagée. Parce que c'est parfois deux mamans qui se parlent. Donc, ou une maman et une future maman. Donc, je veux dire que assez vite, on trouve le consensus. Quand c'est un homme qui recrute une femme, il n'a pas forcément en vision cette sensibilité, parce que lui-même l'est moins, tout simplement. Et bien peut-être dans son comportement et dans ce qu'elle va poser comme question, dans ses interrogations directes ou indirectes, dans ses remarques, faire apparaître ces soft skills à travers une question. Vous savez, les questions, il y a jamais de mauvaises questions. Il y a que des mauvaises réponses parce qu'on n'a pas compris la question. Mais faire poser la bonne question dans laquelle apparaît cette notion de sensibilité. Moi, je vais vous citer un exemple. Sur la notion de sécurité et santé au travail, un de mes derniers recrutements, on avait un taux d'accident de travail qui était anormalement élevé sur une de nos cuisines. Et je dis à mes équipes, pourquoi est-ce qu'on a un taux d'accident du travail si élevé que ça? Bon, ça vient de le carrelage, ça glisse tout le temps, la cuisine est mal faite, etc., etc. Je suis pas convaincu. Et donc, on devait recruter une gérante de site ou un gérant. Et apparaît une gérante en disant, bah moi, ouais, ce poste m'intéresse parce que j'ai tenu tel restaurant, machin, et je suis capable de. Et elle me pose cette question assez intelligente en disant, mais finalement, est-ce que votre personnel se sent en sécurité dans sa cuisine? Ben, je dis, oui, je pense. Mais non, mais est-ce que vous leur avez posé la question? Je dis, c'est une bonne question. Je ne sais pas si on leur a posé la question. Et donc, j'ai appelé le chef de secteur qui m'a dit, ah ben non, j'ai jamais posé la question. Et ben là, elle a marqué des points. Parce qu'à travers sa question, elle m'avait fait comprendre cette notion de sensibilité qu'elle avait vis-à-vis des équipes. J'ai trouvé que c'était une question remarquable finalement. Elle avait peut-être écrit sur son CV qu'elle était sensible à la sécurité des personnes au travail, c'est possible, hein, à porter leurs EPI. Mais à travers ça, la question qu'elle m'a posée, je me suis dit, elle va faire attention aux équipes. Et ça n'a pas loupé. On l'a recrutée. 3 mois plus tard, le taux d'accident du travail était divisé par 2. Et quand je suis allé un jour sur ce site, ils avaient tous les gants, les chaussures de sécurité, etc., etc. Alors, c'est vrai que le chef de secteur m'avait dit, ah, monsieur Carlier, vous allez voir, on a une grosse facture là d'éléments de sécurité. Pour moi, d'ailleurs, c'était jamais une facture, c'était toujours de la dépense intelligente. Ben, je dis oui, bon, non, mais m'appelez pas derrière pour me demander pourquoi on a acheté à tout le monde des chaussures de sécurité. Ben, je dis, c'est obligatoire. Oui, mais là, on en a acheté plusieurs par personne. Bon, ben, en fait, effectivement, oui, il fallait en acheter plusieurs par personne parce que avant, on n'en avait qu'une paire par personne. Et que une fois qu'elles étaient usées, le temps qu'on recommande l'autre, etc., des fois, ils venaient travailler, ils n'avaient pas de chaussures de sécurité. Ce qui est, soit dit en passant, illégal. Hein, ce que j'avais dit à mes équipes. Je dis, attention, là, c'est la prison pour tout le monde. Là. Mais bon, c'est la vraie vie.
Eh ben, elle a fait rentrer, je ne sais plus combien d'éléments de sécurité, ce qui fait que tout le monde avait tout le temps ces éléments de sécurité, le taux d'accident de travail, il faisait par deux. Je l'ai pris en exemple derrière. J'ai dit, mais je suis fier de recrutement, même si c'est pas moi qui l'avais fait directement, parce que j'avais assisté à cet entretien qu'au 2e ou 3e niveau. J'avais dit aux responsables de secteur, la question qu'elle a posée, fais attention, parce que mais dans le bon sens du terme, si tu dois faire la différence, fais la différence avec elle. Je t'impose rien dans ton recrutement. Bon, si elle n'a pas les compétences techniques, tu l'élimines. Mais si elle a les mêmes compétences techniques, à compétences techniques identiques, la question qu'elle a posée fait qu'elle sera attentive à la sécurité. Et regarde, c'est un restaurant sur lequel on a un fort taux d'accident de travail. Trois mois plus tard, il vient me voir en disant, bah oui, on a fait le bon choix. Voilà. Donc, c'est à travers les questions, Katia, qu'il faut être très, très attentif. Et tous je ne vais pas les citer, hein, tout ce que j'ai cité tout à l'heure, mais tous ces éléments sont des éléments qui sont un peu plus féminins que masculins. Un peu plus, voilà. Mais ce un peu plus, ça fait la différence dans le recrutement. Je vais donner la parole aux personnes qui font de l'accompagnement, qui sont sur cette table avec nous, autour de cette table avec nous. Je pense à Sandra, je pense à Florence, qui j'ai vu qu'il y avait, et j'ai trois personnes qui sont demandeurs d'emploi. Donc, je vous donnerai effectivement la parole également. N'hésitez pas à la prendre. Pour vous, mesdames, qui faites du recrutement, est-ce que vous rejoignez ce qui vient d'être dit? Est-ce que vous avez des choses à apporter, des petits trucs en plus ou des informations à faire passer? Allez-y, je vous écoute. Florence? Oui, moi je suis tout à fait, merci Frédéric pour cette intervention. Je vais tout à fait dans le sens de la curiosité. Effectivement, là, je pense à une jeune femme que j'accompagne en ce moment où on a beaucoup boosté pour remettre à place son CV et sa lettre de motivation. Et effectivement, on a accentué tout un côté qu'elle a en elle qui est très dynamique pour que qu'il y ait un petit peu ce reflet-là dans le CV, la lettre de motivation. Mais comme vous disiez, les CV, après, les compétences techniques, et ben, tout va se ressembler, quoi. Et donc, dans la préparation des entretiens, on a vraiment boosté sur le côté de la cohérence entre les mots posés et la nature même de la personne, quoi. Que si elle dit qu'elle est curieuse, qu'elle est dynamique et qu'elle va de l'avant, et ben, que ça soit bien étayé par des exemples probants liés à son expérience et pas forcément que professionnelle, quoi. Voilà. Donc, cette cohérence, ça, c'est très important. On est d'accord. Ouais. Enfin, voilà, c'est juste le petit truc. Non, mais c'est bien de le dire, c'est bien de le dire. Merci Florence. Sandra? Oui, alors je suis totalement d'accord avec Monsieur Carlier quand il parle d'histoire d'amour entre une personne qui cherche un emploi et la future entreprise dans laquelle on va postuler. Très souvent, je dis aux dames, on est dans le love déjà dans un premier temps. Le love, c'est une lettre pour obtenir vite un entretien. Et je compare toujours ça avec une fable de La Fontaine qui est le corbeau et le renard, c'est-à-dire que le corbeau, c'est l'employeur, le fromage, c'est l'emploi, et nous, on est le renard, et c'est à nous justement d'utiliser toutes nos capacités et de curiosité. Ça, je suis totalement d'accord. Quand je prépare les femmes, je leur incite toujours à savoir qu'est-ce que l'entreprise dans laquelle, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi, comment, et vraiment de comprendre. Et je trouve que c'est très, très bien. Enfin, franchement, l'intervention de M. Carlier était parfaite et ça rejoint totalement ce que nous, on fait, en tout cas, quand on parle en termes de recrutement, et c'est ce qu'on dit aux femmes, en tout cas, pour qu'elles puissent enfin obtenir un emploi. Voilà, merci beaucoup. Super, merci. Agnès Chaudin, est-ce que vous êtes toujours parmi nous? Je ne la vois pas. Ah, si, la voilà. Vous rallumez votre micro.
Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous étiez donc chef d'entreprise, mais que, au vu de la situation actuelle, vous ne saviez pas donc si vous n'alliez pas éventuellement reprendre un emploi ou faire une complémentarité simplement. Qu'est-ce que vous, justement, quels sont pour vous les soft skills à mettre en avant, justement, quand on est femme, pour convaincre un employeur? J'utilise l'écoute, Oui. la curiosité, l'autonomie et puis la sensibilité. D'accord. Mais là, pareil, pas que par des mots, mais par une démonstration verbale, bien évidemment, hein, de ce que vous avez pu faire auparavant. Ou voilà. Pour vous, ce sont des qualités importantes pour justement faire qu'il y ait une interaction entre vous et l'employeur qui va vous permettre de décrocher un job. Je pense que c'est une alchimie qui est intéressante justement pour impliquer les gens dans l'entreprise et donc pour pouvoir mieux atteindre l'objectif commun. D'accord, d'accord. Ok, ok. Vous pensez pareil, je ne vais pas vous donner la parole, prenez-la. Prenez-la si vous voulez réagir directement, vous reprenez le micro et allez-y, hein, n'hésitez pas à le faire directement. Je sais qu'on a parmi nous quelques personnes qui sont… Fatima, est-ce que vous m'entendez? Parce que je sais que vous n'avez pas la visio, mais apparemment vous avez récupéré le son. Non. Fatima? Ah, elle ne revient pas. Elle était là tout à l'heure, je l'ai perdue du coup. Monsieur Biliato, vous êtes avec nous? Oui, 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 c'est bon. Vous m'entendez? Oui, monsieur Biliato. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus? Alors, je n'ai pas trop suivi au début parce que je suis en plein entretien, là, donc du coup, là maintenant, c'est bon, j'en ai plus. Mais je crois qu'on parlait des soft skills, c'est ça? Des cela, effectivement. Oui, bah, comment dirais-je, ma vieille expérience de conseiller depuis plus de 20 ans fait qu'au tout début à la NPE, on n'osait pas nous trop en parler, les conseillers à l'emploi, de ça, parce qu'on trouvait que c'était très subjectif, ça l'est toujours. Mais maintenant, moi, quand j'accompagne une personne, ben, j'insiste un petit peu là-dessus, parce qu'on a quand même amélioré pas mal de nos outils. Je pense notamment à Pôle emploi, un très, très, très bon atelier qui est à tout compétence, oui. Et donc, du coup, pour remplir le profil de compétences, hein, vous savez que quand on est demandeur d'emploi, on a la possibilité de renseigner énormément de choses sur son profil personnel, et notamment le profil de compétences. Et il y a ces fameux soft skills. Moi, je dis aux personnes, non, il y en a à peu près 14 hein, en tout, je ne les ai plus en tête, mais on peut les retrouver un petit peu de partout. Moi, je dis, n'en prenez pas plus que 4 ou 5, mais surtout, celles que vous allez choisir, trouver des exemples dans votre expérience personnelle et professionnelle qui vont argumenter le fait que vous avez choisi autonome. Ça veut dire quoi, autonome? Qu'est-ce qui peut prouver que vous avez été autonome pendant votre expérience? Donner des faits, des argumentations réelles. Alors, on fait travailler les personnes sur leur mémoire, faire de leur accompagnement, on les fait écrire toutes ces choses-là, ce qui fait qu'on peut intégrer ça dans une lettre de motivation. J'ai entendu avec plaisir parler de la LOVE, c'est vrai que je l'utilise encore, mais c'est ce que j'appelle moi des outils préhistoriques, mais qui marchent encore très bien. La lettre pour obtenir vite un entretien, mais moi je l'utilise encore avec les demandes d'emploi aujourd'hui, et c'est vrai que garder la main sur, quand on écrit une lettre de motivation, de dire je vous rappellerai tel jour à telle heure pour fixer un rendez-vous, c'est quelque chose d'important, moi je trouve, vis-à-vis d'un employeur. Ça prouve qu'on a une motivation déjà, mais en même temps qu'on va s'intéresser à notre candidature jusqu'au bout. Et ce n'est pas une bouteille à la mer qu'on jette et on en fait 15, 20, 30 et ça ne marche pas. Par contre, on va en faire une qui va fonctionner. Mais dans cette lettre-là, si on peut arriver à faire des ponts, des transferts d'expérience entre j'ai fait telle expérience, vous avez besoin de
de tels profils et voici les compétences que j'ai pu développer autrement que des savoirs et des savoir-faire, mais aussi des savoir-être, sauf que c'est le savoir-être, oui, ça peut que être bénéfique pour obtenir un entretien et après se bagarrer à l'entretien pour être parmi les 4 derniers et être le premier au bout du bout, quoi, en fait. Hein. Voilà. Ok, merci mais beaucoup. J'ai l'impression qu'on me connaît là, mais à l'origine, je n'étais pas là, mais inscrit comme conseiller à l'emploi, moi. J'ai eu l'info par votre secteur international au CBE et Claire Fernandez, puisque je bosse avec elle. Je suis là un peu, si vous voulez, à double casquette. Je suis J'ai vu. président aussi du mouvement européen. Et donc, du coup, ce soir, on a une autre visio d'ailleurs sur l'Europe et votre territoire. Oui, mais je vais en parler, effectivement. Je vais en parler. Pour la petite anecdote, et pour terminer mon propos, en tant que conseiller à l'emploi, aujourd'hui sur Avignon, je m'occupe d'un dispositif particulier qui existe aussi sur Pertuis, au Pôle emploi de Pertuis, qui s'appelle le dispositif territorial d'accompagnement. Je m'occupe de femmes en difficulté, ça existe aussi sur Pertuis. Oui. Et donc, du coup, c'est cofinancé par le FSE, par l'Union européenne. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que j'ai en file active entre 60 et 70 personnes à suivre. Alors que mes collègues, ils en ont 400 ou 200, 250, 300 ou 400 personnes à suivre, ce qui n'est pas du tout un accompagnement. Alors, moi, je fais de l'accompagnement. Et donc, ça, c'est complètement intéressant pour arriver à trouver des solutions, qu'elles soient emploi ou formation d'ailleurs, pour les femmes que je suis là, du coup. Bien sûr. Oui, c'est Carole qui fait ça sur le Pôle emploi de Pertuis. Tout à fait. C'est Carole qui fait ça sur le Pôle emploi de Pertuis. Effectivement, elle appelle ça son club des princesses, et, parce que ce ne sont effectivement que des femmes. Mais effectivement, c'est un dispositif qui marche vraiment très bien. C'est un dispositif qui marche vraiment très bien et l'accompagnement, enfin, je ne sais pas ce que vous faites, Monsieur Biliato, mais je sais que pour connaître très bien Carole, elle a d'excellents résultats sur son dispositif et j'engage toutes les femmes, effectivement, qui sont en demande d'emploi et en recherche d'emploi, si elles peuvent avoir, parce que je ne sais pas s'il y a des prérequis ou pas, mais si elles peuvent passer voilà, sur ce dispositif d'accompagnement, oui, qu'elles n'hésitent pas, parce que c'est un très beau dispositif, effectivement. Vous savez, quand on parle de femmes en difficulté, moi je dis souvent que toute personne qui franchit le seuil de Pôle emploi est en difficulté par essence. Alors après, les difficultés ne sont pas les mêmes. Quand on a été cadre dans une grande entreprise pendant 15 ans et qu'on est juste là au chômage depuis un mois, et une personne qui a 24 mois de chômage derrière elle, les difficultés ne sont pas les mêmes. Hein, je veux dire. Bien sûr, c'est évident. Mais après, moi, ce que j'ai su faire sur Avignon depuis 2019, que j'ai ce dispositif en place, c'est tisser un partenariat très, très, très fort avec des associations, le CIDFF, réseau sur le Vaucluse, le planning familial, des foyers d'hébergement comme la Harpe, et ils m'envoient des personnes et j'essaye de prendre des femmes qui ont subi des violences conjugales. Et donc, du coup, quand elles arrivent, que c'est à peu près, on va dire, à maturité pour retrouver un emploi ou une formation, ben, je prends le relais de ces associations-là pour les amener au bout. On s'est occupé d'abord de tout ce qui était l'aspect juridique et logement, etc. Et moi, j'arrive un petit peu sur la fin, ou en plein milieu, hein, mais en tout cas pour la partie emploi et formation. Et donc, du coup, ce partenariat est très, 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 très intéressant pour tout le monde. Parce que ça permet d'avoir des croisements. C'est d'ailleurs pour ça que Sarah du CIDFF interviendra juste après. Voilà, j'ai essayé effectivement d'avoir une espèce de fil rouge dans ma présentation aujourd'hui, parce qu'effectivement, que la boucle soit bouclée. Et vous avez totalement raison. Avant d'aller chercher un emploi, il faut d'abord lever tous les freins qui nous permettent d'y arriver. Donc, effectivement, c'est important voilà, qu'il y ait ce travail qui soit fait en amont par toutes ces associations. Et effectivement, on les en remercie. Merci beaucoup, Monsieur Biliato. Je n'ai pas retrouvé Fatima. Est-ce que Noémie nous entend ? Je ne peux pas faire mieux. Noémie, oui, elle nous entend. Est-ce que vous pouvez allumer votre micro ou non? Noémie?
Est-ce que vous auriez une question à poser? Est-ce que vous auriez une question à poser, Noémie? Ou est-ce que vous avez trouvé les réponses que vous souhaitiez avoir? Oui, dans l'immédiat, je suis nourrie par ces éléments, merci. Bon, ben voilà, au moins. Claude Massé, bonjour. Tu n'es pas directement impliqué sur le recrutement, mais bon, malgré tout, comme je sais que tu as fait beaucoup de choses à côté, est-ce que tu as éventuellement quelque chose à nous dire ou est-ce que tu as besoin d'informations supplémentaires? Micro. Ah, ça y est, cette fois-ci, je pense que vous m'entendez. Bonjour à tous. Je pensais l'avoir allumé. Bon, mais écoute, j'apprends effectivement beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de choses à partager. Et c'est vrai que nous, sur Jouk, on essaye déjà de travailler beaucoup aussi sur tout ce qui est frein à l'emploi, comme tu dis, d'accueillir les gens, déjà de les rassurer, de les valoriser, essayer de faire remonter le maximum de ce qui peut effectivement les valoriser. Et après, pour tout ce qui est atelier, effectivement, on compte aussi un petit peu sur vous, puisque vous nous en avez fait, sur Pôle emploi, sur les différents interlocuteurs, puisque nous, on n'est qu'en complémentarité, j'allais dire, quelque part. Donc, on fait le premier travail en espérant qu'après, par la suite, on peut effectivement donner les bonnes informations et les bonnes orientations aux personnes qu'on oriente sur CBE, sur Initiative Pays d'Aix, selon sur Pôle emploi, sur le département et ainsi de suite. Voilà. Notre rôle, je dirais, c'est un premier contact, c'est un accompagnement dans la difficulté, un petit peu un rôle aussi au niveau psychologique, hein, voilà. Et ça permet effectivement d'essayer d'orienter au mieux les personnes. Voilà. D'accord, d'accord. Madame Gricot, pardon, Madame Duval, micro. Excusez-moi, j'avais coupé le micro. Je voulais savoir, Claude, je n'ai pas compris de quelle association vous étiez? En fait, on est une commission extracommunale de la commune de Jouques. Donc, on a monté une commission extracommunale de l'emploi depuis 2011. Okay. Donc, pour effectivement sur le terrain, puisqu'on connaît bien effectivement nos demandeurs d'emploi, en partenariat avec le CCAS justement, pour qu'il y ait ce double aspect à la fois social et emploi pour pouvoir accompagner. Et on a également l'expérimentation territoire zéro chômeur, donc qui est née de cette commission extracommunale. Donc voilà, on accompagne à tous ces niveaux-là, y compris donc les demandeurs d'emploi de longue durée. Et dans la file d'attente donc des personnes demandeurs d'emploi de longue durée, effectivement, on organise des ateliers en partenariat avec tous les organismes qui peuvent nous aider, bien entendu. Voilà. D'accord. Très bien. De façon à essayer, comment je dirais, l'entrée dans l'entreprise à but d'emploi n'est pas une fin en soi pour les demandeurs d'emploi de longue durée. Le but pour nous, c'est d'aider les gens à retrouver du travail quel qu'il soit. Et pour ceux qui sont les plus en difficulté, effectivement, il y a cette solution locale qui peut intervenir, mais où on ne peut pas accueillir tout le monde. Donc, il faut bien effectivement orienter de toutes les manières possibles. Voilà. Merci. Parfait. Monsieur Biliato écrit « Très bon dispositif, le territoire zéro chômeur longue durée ». Voilà, donc oui. Merci. Madame Gréco, je voulais vous passer la parole. Oui, alors, moi j'aurais à dire sur la notion de curiosité, je l'ai plutôt entendue comme étant un intérêt, s'intéresser vraiment autant à la personne qui nous fait l'entretien qu'à l'entreprise qui est derrière. C'est un peu comme ça que je le vis. Et puis, par contre, je voulais mettre une petite bémol parce que dans le domaine du bâtiment, les femmes sont considérées quand même comme quelqu'un qui n'y connaît rien. Et enfin, pour y avoir travaillé, je peux dire que dans les collègues que j'avais, très souvent, il y avait cette espèce de ressenti comme quoi les femmes n'étaient pas à leur place. Alors que ce soit dans les niveaux du bureau d'études, bon oui, on peut être dessinatrice, mais dans les métiers, dans les choses où il y a des responsabilités, très vite, on vous fait sentir que vous n'êtes pas à votre place, quoi. Enfin, même si vous voulez faire la formation, on vous en décourage. Et ensuite, pour ce qui était, après j'ai travaillé dans le domaine de la FACEN pour les fournitures électriques. C'est pareil, en étant la seule femme parmi plein d'hommes, effectivement, c'était une disparité totale. Et je me suis pas sentie enfin, pas sur un pied d'égalité. Très vite, voilà, on me faisait sentir que physiquement, pour porter les grosses couronnes de fil ou bien
ou bien pour expliquer dans les disjoncteurs, les interrupteurs, etc., les petites choses, on faisait comprendre que je pouvais pas savoir, quoi, parce que j'étais une femme. Et je pense que il faut quand même cibler qu'il ne soit pas destructeur, quoi, parce qu'après ça casse, quoi. Ça casse. Ouais. On rejoint en fait ce que disait Frédéric. Une parité, c'est bien. Très peu de femmes sur un groupe d'hommes important, c'est beaucoup moins bien. L'inverse est également vrai, c'est-à-dire que 2 hommes parmi 50 femmes vont se sentir un peu esseulés, 2 femmes sur 50 hommes vont se sentir dans la même position. Donc effectivement, la parité, c'est bien, mais être en plus sur un groupe d'hommes, je pense que c'est encore plus difficile qu'un homme sur un groupe de femmes à gérer. Après, c'est mon opinion au vu de ce que j'ai pu vivre. Hein. Voilà, en tant que secrétaire, bon, bah, c'est normal que ce soit une femme qui soit secrétaire, mais quand on est entouré de techniciens, d'hommes autour de nous qui sont dans le bâtiment, on ne va pas très loin dans le raisonnement de la technique, on va dire. Très vite, au niveau technique, on est vite mis de côté, alors que j'ai mon père qui était entrepreneur, qui était vendeur de matériaux. Enfin, donc, je connais le bâtiment, mais c'était assez dégradant pour ça. Pour le reste, tant qu'on reste dans le domaine du secrétariat, ça, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais s'il faut répondre à un client, par exemple, là, ça devient tout de suite laisse, je vais le faire, quoi. Oui, oui, effectivement. Je vous rejoins un peu là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Julie, est-ce que vous nous entendez? Julie? Non, je m'entends pas. Oui, je vous entends. Est-ce que vous pouvez mettre votre micro? Non. Oui, non. Est-ce que si vous m'entendez, vous avez des questions, des commentaires à faire? Alors, Julie me dit qu'elle entend, mais Claire, merci. Bon, ben voilà. Est-ce que Frédéric, vous en avez terminé ou est-ce que vous avez un mot pour la fin? Oui, une seule phrase, phrase de conclusion. Les femmes ont des soft skills un peu plus développées peut-être que les hommes sur certains aspects, et c'est vraiment dommage qu'elles ne les utilisent pas dans les entretiens. Voilà, c'est tout. C'est le point qu'il faut retenir, qu'elles n'hésitent pas à utiliser ces soft skills dans les entretiens. Et je pense qu'au-delà des statistiques, la diversité y trouvera tout de suite son compte. D'accord. Ce sera le mot de la fin? Pour moi, oui. C'est quoi Merci. Le soft skill, c'est quoi ce truc? Et soft skills, c'est ce qu'on appelle le savoir-être. Voilà, un peu plus élargi. Un peu plus élargi. D'accord? Les petits plus individuels. Voilà. Pour faire court et simple. Exactement, exactement. Bon, eh bien, alors pour cet atelier donc sur l'entretien d'embauche et donc les soft skills, on va s'arrêter là. Frédéric, merci beaucoup pour cette intervention.